vous présenter trois choses. Tout d'abord, ma petite histoire sur le sujet, et notamment comment, sans m'en rendre compte, j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises parce que simplement je n'avais pas pris soin de gérer mes priorités. Je vais vous présenter également quel est le blocage principal que j'ai rencontré et que je perçois également chez les personnes que j'accompagne en coaching. C'est à mon sens le blocage fondamental qui fait que certaines personnes ne parviennent pas à gérer leurs priorités. Et enfin, je vous présenterai comment j'ai fait pour m'en sortir en appliquant trois méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui. Pendant très longtemps, j'ai cru que le surmenage, c'était quelque chose de normal. Se sentir juste complètement acculé par les responsabilités, les contraintes, les obligations. Je me disais, ça doit être ça la vie quand on est adulte. À partir du moment où on est adulte, on a des choses à gérer et puis c'est comme ça, du coup, ça génère du surmenage. Et du coup, ça a eu pour conséquence de me rendre très irritable on va dire, dans mon quotidien avec mon entourage. Ça a eu des conséquences sur la qualité de mon sommeil, sur tout ce que je pouvais entreprendre aussi dans mes rapports sociaux, parce que du coup, j'étais jamais vraiment complètement là, parce que j'avais sans arrêt quelque chose dans la tête qui disait « Ah là, j'ai quelque chose à faire ». Et du coup, j'étais jamais vraiment présente et complètement là avec la personne ou dans l'activité que j'étais en train d'entreprendre. Et ça, c'était vraiment regrettable parce que je passais complètement à côté de ma vie. Je commençais à mettre en place des stratégies pour aller mieux, mais qui n'étaient pas vraiment saines, qui étaient assez nocives pour ma santé. Pour me décontracter, je buvais un petit verre de vin et au fur et à mesure, je faisais ça tous les soirs. Et ça en devenait une habitude. Du coup, je faisais tellement de choses que je rentrais très tard le soir. J'étais complètement exténuée, fatiguée. Et à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que je m'endormais au volant. J'étais sur l'autoroute, je me souviens, je me disais mais ça va pas du tout. Je peux pas continuer à vivre comme ça. Et pour autant, je continuais à me dire ça, mais ça continuait. Et j'ai revécu l'expérience plusieurs fois. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic. Je rentrais tard le soir, encore une fois. Et puis tout d'un coup, je vois le feu au loin qui était orange. Et puis, qu'est-ce que je me vois faire? J'appuie sur l'accélérateur en me disant « Non, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, donc j'y vais ». Du coup, j'ai grillé le feu rouge. Et manque de bol, ou plutôt une chance, je me suis faite flasher, puisque c'était un feu radar en fait. Et là, j'ouvre les yeux, je me dis « Mince ». Bon, premièrement, j'étais un peu dégoûtée parce que je me dis déjà, je vais me taper une amende, je vais perdre 4 points, ça m'arrange pas du tout. Et la deuxième chose, c'est que j'ai surtout compris une chose, c'est que je venais de me mettre gravement en danger juste parce que je ne savais pas gérer mes priorités, juste parce que je voulais trop en faire, juste parce que j'étais constamment en train de faire, à rallonger mes journées et à ne plus prendre soin d'une chose qui était juste essentielle pour moi, c'était mon repos et mon énergie. Je me suis dit mince, mais s'il y avait eu une voiture de l'autre côté qui était arrivée, ouais, j'aurais certainement été percutée et peut-être que je ne serais plus là pour vous parler. Et à partir de là, ça a été vraiment un déclic. Et là, je me suis dit non, ça ne peut plus durer, Elodie. C'est pas possible. Tu ne peux pas te mettre en danger à ce point-là et continuer à te lamenter. J'ai commencé à comprendre que oui, certes, il y avait cette situation, mais il y avait aussi des circonstances extérieures qui aggravaient la situation. Sauf que j'avais pas trop envie de me cacher derrière. Mais bon, quand même, il fallait quand même réaliser que, à plusieurs périodes de ma vie, ce qu'il y avait, c'est qu'à une époque, j'avais un boss qui était derrière mon dos à me dire « Elodie, il y a ça à faire, tel contrat. » Puis j'avais des clients aussi, des différentes missions à gérer. Donc voilà, avec des demandes, et j'étais sollicitée. J'avais un certain nombre de tâches à réaliser, des rendez-vous. Et au-delà de ça, il y avait la vie perso aussi. Voilà, mon conjoint qui me demande qu'on fasse des choses, ou alors ne serait-ce que l'intendance de la maison à gérer, ou alors encore les amis qui me demandent « Ok, quand est-ce que tu es dispo, quand est-ce qu'on peut se voir ?» ou la famille encore. Et vous voyez tout ça, je le vivais comme une pression, et comme si je ne pouvais pas m'accorder le choix. En fait, il y avait tout ça à faire. Il fallait que ma vie soit, entre guillemets, parfaite, et que j'accepte toutes ces sollicitations. C'est sûr, ça ne m'aidait pas. Mais quelque part, j'ai envie de dire, je me cachais un petit peu derrière tout ça.
c'était un petit peu facile. Ce que j'ai réalisé en fait, c'est que le principal blocage, il venait non pas des circonstances extérieures, parce qu'en fait d'être sollicité par l'extérieur, c'est normal et ça existera toujours en réalité. Je me suis rendu compte que si je n'évoluais pas sur le plan de ma gestion des priorités et donc mon niveau de stress, c'est parce que je ne faisais rien pour que ça change. En fait, ce qui se passait, c'est que je passais mon temps à me plaindre. C'est que j'étais simplement en train de dire « Oh là là, j'ai tout ça à faire. Oh là là, y a un tel ou un tel qui me demande encore de faire ça. Oh, puis il y a encore telle personne qui me demande. Oh là là, et puis il va falloir que je lui dise oui, puis il va falloir que je lui réponde. » Juste pour vous dire, c'était à un point où j'en arrivais à me dire « Mais j'ai même pas envie de répondre aux sollicitations, ne serait-ce que dire « Je suis pas dispo », ça me demandait trop d'énergie. » J'étais simplement en train de me plaindre et j'étais pas en train d'agir. Donc c'est ça le principal blocage que j'ai rencontré et que je rencontre chez la plupart des personnes que je rencontre. Quand on met en place des choses, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va fonctionner. Et pour autant, en même temps, c'est la meilleure façon d'y arriver. C'est en mettant en place des choses, en agissant, que vous augmentez vos chances d'arriver à quelque chose. Et au pire, si ça ne fonctionne pas, vous réajustez, vous réajustez. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'essai-erreur. L'essai-erreur, l'essai-erreur. Le principe est le suivant, vous voyez quelque chose ne fonctionne pas, en l'occurrence la façon dont vous gérez vos priorités, vous essayez quelque chose, vous mettez en place une action pour faire en sorte que cela change. Et puis vous voyez ce que ça donne. Et si ça ne marche pas, en l'occurrence on peut appeler ça une erreur, eh bien vous réajustez et vous réessayez. Et de nouveau, vous voyez si vous vous plantez ou pas. Et cette théorie qui nous vient en fait tout simplement de l'apprentissage qu'on a depuis qu'on est jeune, c'est Piaget qui nous disait ça. Quand on est tout jeune, quand on apprend à marcher par exemple, c'est le même principe. En fait, on met un pas en avant et puis après il y en a un deuxième et puis hop, peut-être que la jambe était trop sur le côté et ce qui fait qu'on est tout simplement on tombe. L'enfant, il apprend à ce moment-là qu'il va falloir qu'il réajuste peut-être son pas ou l'endroit où il pose son pied. Il a appris parce qu'il est tombé. Là, c'est le même principe. On applique exactement le même principe. Donc, il faut agir pour que ça change. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est agissez. Et donc, j'ai mis en place un certain nombre de méthodes et je vais vous en partager 3 aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que vos priorités sont claires dans vos têtes? Posez-vous la question là maintenant. Voilà, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que c'est clair? Sincèrement. Et une fois que vous vous posez cette question, peut-être que c'est très très clair, peut-être que non, vous vous rendez compte que en fait non, c'est pas si clair que ça, que en fait vous aimeriez gérer vos priorités, mais que vous vous rendez compte que déjà dès le départ, vous ne savez pas ce que sont vos priorités. Eh bien, le premier de mes conseils, c'est de vous assurer que vous allez prendre un temps régulier pour pouvoir définir vos priorités, de vous assurer que vous allez le faire. Alors, en ce qui me concerne, je me suis défini une régularité que j'inscris dans mon agenda. C'est planifié, c'est qu'à ces moments-là, je vais définir mes priorités. Alors, je le fais tout d'abord une fois par an. Voilà, je me prends 3 jours, donc c'est une retraite que je fais pendant 3 jours où je fais un point sur mon année. Et alors pour ça, j'utilise un petit cahier, un joli cahier que j'ai choisi, qui me plaît, qui m'inspire, et dans lequel je vais inscrire 12 priorités selon 12 piliers de vie. Je dessine un arbre avec des branches et chaque branche représente ces différents piliers de vie. Voilà, et pour chacun de ces piliers de vie, je définis donc une priorité pour l'année. Donc on a l'amour, l'amitié, l'argent, la famille, la vie professionnelle, la santé, la sexualité, l'organisation, le rythme, le lieu de vie, la spiritualité, la contribution au monde et les loisirs et divertissements. Ça, c'est ce que je fais donc tous les ans. Donc je vous invite à faire ça
Tous les ans, vous faites un point et vous définissez vos priorités selon ces 12 piliers de vie. Et par rapport à ces 12 piliers de vie, ensuite, vous en définissez 3 principaux. Ça va vraiment être vos axes principaux pour votre année. Ok ? Une fois ça fait, tous les trimestres, vous refaites un point par rapport à ces priorités qui ont été définies en amont. Simplement, vous vous dites, ok, j'ai défini ça au préalable. Et ensuite, je vais tout simplement m'assurer que tout au long de mon année, ces priorités vont être respectées. Donc vous redéfinissez peut-être vos priorités, vous refaites un point à ce sujet. Donc tous les trimestres, tous les mois, toutes les semaines et tous les jours. Ouais, je sais, ça peut paraître beaucoup, mais il n'empêche que ça marche. Ce que ça permet, c'est de garder le cap. À partir du jour où j'ai commencé à appliquer cette pratique, j'ai eu cette sensation d'être simplement alignée, d'être simplement complètement là, complètement présente. Et d'avoir une vie qui correspond juste simplement pleinement et totalement à mes aspirations. Logique, je suis en train de à chaque fois me poser la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Et comment j'ai envie que ça se déploie dans ma vie. Et je suis en train de tout mettre en place pour que ça corresponde. C'est un peu logique. Posez-vous la question de quelles sont les différentes choses que j'ai à faire pour demain. Voilà, laissez venir tout ce qui vient à votre esprit. J'en sais rien, moi, faire les courses, aller déposer les enfants à l'école, faire la déclaration d'impôt, je crois que c'est la période en ce moment. Voilà, toute la liste des trucs que vous avez dans votre tête à faire pour demain, par exemple. Voilà, donc faites cette petite liste. Et ensuite, une fois que vous avez cette liste, je vous invite à faire un petit schéma. Sur l'axe des ordonnées, simplement, vous allez évaluer chacune des tâches si elles sont selon leur degré d'importance. C'est-à-dire que plus c'est élevé, plus le degré est important pour cette tâche. Et ensuite, sur l'axe des abscisses, vous allez indiquer si le degré de cette tâche est urgent ou pas urgent. Et en fonction de ça, vous allez avoir 4 niveaux. Vous allez séparer votre schéma en 4 niveaux. Et là, vous classez vos tâches. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tout d'abord toutes les tâches qui vont être pas importantes et pas urgentes. Alors, celles-là, vous les supprimez. Elles n'ont pas de raison d'être. Donc ça, déjà, ça va vous alléger en grande partie. Alors oui, bien sûr, ça peut créer des frustrations. Mais l'idée, c'est de ne pas être perfectionniste. L'idée, c'est vraiment d'être efficace. Et n'oubliez pas, c'est vraiment d'avoir une vie cohérente avec vos aspirations, avec ce que vous avez vraiment envie de vivre. Pas les choses qui sont futiles. Et si vous avez mis ces tâches-là dans cette case-là, pas important, pas urgent, c'est que c'est futile. Alors vous supprimez. Ensuite, on a une deuxième catégorie, c'est la catégorie des tâches qui sont pas importantes, mais urgentes. Alors dans ce cas-là, ce que l'on fait avec ces tâches-là, c'est qu'on va déléguer. On va trouver quelqu'un de confiance, à qui on va demander de réaliser ces différentes tâches. Par exemple, faire les courses. C'est quelque chose qui peut être urgent, parce que là, il n'y a plus rien à manger dans le frigo. Mais par contre, c'est pas un truc hyper important à vos yeux. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément, enfin tout dépend des personnes, mais vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'être absolument là et présent pour vérifier si tout se passe bien, etc. Donc vous pouvez déléguer par exemple ça. Ensuite, on passe aux tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Alors les tâches qui sont importantes mais pas urgentes, il faut vraiment en tenir compte puisqu'elles sont importantes. Par contre, vous allez pouvoir les reporter. Vous ne serez pas obligé de les faire demain. Donc vous prenez votre agenda et puis vous les replanifiez à un autre moment. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste? Les tâches qui sont à la fois importantes et les tâches qui sont à la fois urgentes. Et ça, ce sont vos priorités. Voilà un outil pour pouvoir classer vos priorités, pour pouvoir simplement gérer vos priorités, qui est très très simple à mettre en place. Faire le point, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. La première, c'est de célébrer. Alors c'est quelque chose qu'on a tendance un peu trop à oublier. C'est de célébrer nos avancées, nos progressions. Quand vous mettez en place des choses, et notamment que vous avez envie de gérer des priorités, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, parfois vous y arrivez. Et je vois trop souvent des personnes enchaîner les choses sans prendre le temps et la mesure de leur progression. Et c'est tellement dommage parce que n'oubliez pas que c'est pour ça qu'on vit. C'est pour
pouvoir accéder, c'est pour pouvoir arriver à réaliser tout ça, à nous réaliser pleinement. Et je vais vous donner un petit exemple. Dernièrement, dans les coachings que j'ai donnés, j'ai fait pas mal de points jalons, ce que j'appelle des points jalons, c'est-à-dire des points durant lesquels on fait le point, donc, sur où on en est par rapport à la progression, par rapport aux objectifs qui ont été définis au départ, par rapport également aux indicateurs. Et voilà. Et ce qui se passe quasiment systématiquement, c'est que la personne, bon ben voilà, je lui demande, bon alors où tu en es par rapport à cet indicateur? Et très souvent, on utilise une échelle de 1 à 10. Puis la personne me répond, ah ben là, moi je trouve que j'en suis à 6 sur 10. Ok. Alors, avec ça, bon, est-ce que ça t'intéresse de savoir où tu en étais au tout début du coaching et quel était ton objectif? Ah bah oui, 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 je veux bien savoir. Bon bah voilà, au début, tu démarrais à 2 sur 10 et ton objectif était de 6 sur 10. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Et la plupart du temps, les personnes, elles sont ébahies parce qu'en fait, elles n'ont pas réalisé leur progression. Et tout d'un coup, il y a un large sourire qui s'ouvre sur leur visage et oh, mais j'avais pas réalisé, mais j'ai tant progressé que ça. Et du coup, elles sont en train de mesurer leur avancement. Et ça, c'est hyper important. Prenez le temps de faire un point, de vous retourner et de vous dire où est-ce que j'en étais avant et quelle est l'avancée que j'ai faite depuis. Et simplement déjà de savourer les progressions que vous êtes en train d'entreprendre. C'est hyper important pour votre confiance en vous aussi et pour avoir vraiment cette sensation d'incarner la vie que vous avez envie de vivre. Et le deuxième point dans le fait de faire le point, c'est aussi de réajuster vos priorités si cela s'avère nécessaire. Parfois, on va s'apercevoir qu'on a défini des choses et puis deux possibilités. Soit on n'arrive pas à les atteindre parce que en fait, elles ne sont pas tout à fait cohérentes avec ce qu'on voulait. Et dans ce cas-là, elles sont à changer. Soit parce que les circonstances, on avait mal évalué les circonstances et qu'on n'a pas eu les moyens suffisants pour pouvoir y arriver. Quoi qu'il en soit, ça suppose de le réajuster. Et c'est à ça que ça sert de faire un point régulier, de réajuster constamment les objectifs, les priorités que vous avez définies au préalable, de manière à continuer à être dans cette stratégie que je vous exposais tout à l'heure, qui s'appelle la théorie de l'essai-erreur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un objectif n'a pas pour but d'être atteint, contrairement à ce que l'on croit. Un objectif a pour but de simplement donner une orientation et de vous permettre de vraiment garder le cap. C'est sa seule utilité à l'objectif. De vraiment vous permettre d'augmenter vos chances d'avancer et de vraiment sentir qu'à chaque instant où vous avancez, c'est en totale cohérence avec vos valeurs, avec vos priorités. C'était un plaisir pour moi de vous partager toutes ces connaissances. J'espère de tout cœur que ça vous aura servi. J'espère que vous pourrez les mettre à profit. Sentez-vous libre de me dire ce que vous en avez fait, en quoi elles vous ont servi, quelles sont les possibilités qu'elles offrent pour vous. N'oubliez pas, soyez vous-même, soyez heureux et contribuez ainsi à un monde meilleur.